Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Pete. Salut Pete. Salut Mythe et salut tout le monde. Alors, est-ce que tu veux te représenter pour les gens qui te découvriraient ? Oui, alors très rapidement, moi je suis un humble joueur de jeux de vidéo depuis bientôt 43 ans. Non, j'ai pas joué depuis ma naissance quand même. Mais voilà, on va dire que je fais partie de cette vieille garde de joueurs qui ont connu plusieurs époques. Voilà. Et j'enregistre quelques petits trucs sur Twitch et sur YouTube de temps en temps. Voilà. Un petit artisan de la vidéo, de la vieille vidéo à la demande. Exactement. Formidable. Et donc, Pete, tu nous rejoins sur cet épisode que je désespérais de faire avec quelqu'un. J'étais à deux doigts de faire cet épisode tout seul. Tellement... J'ai senti, oui. Tellement je n'y croyais plus. Puisqu'il fallait que je trouve quelqu'un qui avait joué au jeu dont on va parler aujourd'hui. Et je n'en trouvais pas. Et tu t'étais proposé très vaillamment. Et ça t'avait beaucoup découragé. J'ai mis du temps à m'y mettre, c'est vrai. Je l'ai fait par amitié, par camaraderie, et il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, c'est vrai. C'est très généreux ce que tu as fait pour le podcast français, il faut que tu le saches. Puisque nous allons parler d'un jeu sorti en 2014 sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch. Enfin, Switch, du coup, il est sorti en 2017, hein, on va pas se mentir. Mais quel est le jeu dont nous allons parler aujourd'hui ? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que de I Am Setsuna. Voilà, I Am Setsuna est un jeu qui nous a beaucoup pris de temps et de réflexion. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Donc, un jeu sorti, produit par la branche Tokyo RPG Factory de Square Enix. Donc, un studio qui porte bien son nom, puisqu'il produit à la chaîne des RPG, avec toute la qualité que évoque la notion de produit à la chaîne dans une usine. Oui, de JRPG produit à la chaîne. Voilà, c'est ça, c'est un peu le problème. C'est un petit peu le problème. Donc, voilà. Alors, bon. Tour d'histoire de I Am Setsuna, c'est un connard t'a demandé d'y jouer et t'y as joué et tu as galéré pour le finir. Mon histoire est un petit peu différente, puisque moi j'avais envie d'y jouer à ce jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ma Switch, il y a eu une petite période de temps où je n'avais pas de jeu dessus, parce qu'ils n'étaient pas encore livrés. Et donc, je regardais un petit peu sur l'eShop en attendant ici un Breath of the Wild, là un Mario Kart 8 Deluxe, et je vois ce petit RPG qui a l'air de pas payer de mine, mais de pas non plus avoir des prétentions extraordinaires. Et je me dis, bon, allez, ça va m'occuper en attendant que les gros jeux arrivent. Et donc, je l'ai pris à cette occasion-là, et j'y ai joué, et... Qu'est-ce qui se passe quand on joue à I Am Setsuna, Pete ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a peut-être une certaine distorsion du temps qui se produit. Tu veux dire le scénario ou qu'est-ce qu'on ressent en tant que joueur déjà en attaque dans le gras ? Alors, le scénario, on va aller très rapidement. On incarne Ando, un soldat qui va avoir pour mission, un soldat / mercenaire / on s'en fout, qui va avoir pour mission d'escorter Setsuna, une jeune fille qui va avoir elle-même une mission, puisque son but est de se sacrifier rituellement afin d'apaiser les démons qui embêtent les gens dans le monde.
Ouais, voilà, donc un scénario qui finalement est assez classique, hein, voilà. Voilà, puis on va rencontrer une galerie de personnages plus ou moins attachants, plus ou moins liés à l'état du monde et à la mission de Setsuna et de Ando, et qui vont ensemble, bon an mal an, s'entendre, réussir à traverser diverses épreuves jusqu'à la fin du jeu. Donc ça, c'est pour le scénario. Et donc, comment ça se joue, ce I Am Setsuna? Alors, pour les esthètes et les anciens, on peut dire que ça se joue un peu comme Chrono Trigger, hein, donc c'est une espèce de action RPG. C'est un jeu qui se joue en vue presque verticale, hein, voilà, où on va avoir un monde à explorer. Et de temps en temps, on va discuter avec des gens, on va acheter des trucs dans des magasins, et surtout, on va avoir des combats à faire contre des monstres qui vont être présents dans le monde, qu'on va pouvoir éviter pour certains d'ailleurs, parce qu'il y a ce côté, on se déplace vraiment en temps réel, et puis si le monstre nous voit, on s'engage dans un combat. Et certains combats ne sont pas évitables. Et on va se retrouver du coup avec pas mal de classiques du JRPG, c'est-à-dire des menus d'action, on va pouvoir faire différentes actions, des attaques directes, des magies, des combinaisons, des trucs comme ça, quoi. Ouais, effectivement, Chrono Trigger est fortement convoqué puisque, en plus de la fameuse jauge d'ATB, donc la jauge de est-ce que mon personnage est prêt à attaquer ou pas, chère à Square Enix jusqu'à Final Fantasy X, on a aussi l'idée qu'il y avait dans Chrono Trigger de pouvoir spatialiser ses attaques spéciales et combiner les attaques spéciales de plusieurs personnages avec leur propre spatialisation pour essayer d'attaquer plusieurs ennemis à la fois. Et donc on a ce jeu dans le jeu de chercher à optimiser les combinaisons d'attaques pour être le plus efficace possible, à la fois pour se débarrasser des combats aléatoires et pour ne pas se faire botter le train par les boss. Donc jusque-là, on est sur du JRPG tout à fait classique, sur une formule qui a fait ses preuves, puisque les anciens Final Fantasy et Chrono Trigger en particulier, c'est des jeux qui, une fois qu'on accepte leur rythme, se jouent très bien. Oui, on est en terrain connu, effectivement, hein. Quand on voit la fiche du jeu, on se dit, bon, je connais. Voilà, je connais, ça va aller, je maîtrise. La comparaison avec Chrono Trigger ne va pas s'arrêter là, parce qu'il se trouve que dans l'histoire, on va rencontrer un méchant très très méchant qui fait très peur avec une grosse faux. Et que une fois que les véritables enjeux de la mission qui doit être menée à bien se révèlent et impliquent des histoires de boucles temporelles et de voyages dans le temps, à ce moment-là, le méchant très méchant qui fait peur se révèle être un personnage jouable parce que il y a toujours cette histoire de ok, je suis très méchant, mais si le monde est détruit, je n'aurai pas de monde à dominer, alors je vais m'allier avec vous parce que nous avons, vous et moi, cet objectif commun de sauver le monde. Oui, voilà, la jauge de surprise n'était pas très élevée, hein, quand il y a eu ce retournement de situation. Non, vraiment pas. Au moment où ça arrive, on se dit oui, bon, voilà, c'est Magus, quoi. En plus, il y a une faux, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est vraiment Magus avec une perruque. Voilà, Pas une moustache, mais pas une fausse moustache, mais une perruque. Et donc voilà, il y a vraiment cette convocation très très forte de l'idée de Chrono Trigger, et puis les idées de se sacrifier, les idées de fin du monde, de temps, voilà, de temps. Donc, jeu sur le temps, même si c'est pas de la même manière, mais il y a... Ouais, on est vraiment dans un jeu qui cherche à nous faire penser à Chrono Trigger. Et à mon avis, c'est un jeu qui cherche à nous faire penser à Chrono Trigger de façon agréable, en proposant en plus, et ça c'est le gros truc de I Am Setsuna, de proposer du gameplay supplémentaire, puisque en plus de toute cette histoire de jauge d'ATB et de combat à base de menus, il y a une surcouche de système où on peut accumuler des points qu'on peut dépenser pendant le combat pour augmenter la puissance de ses attaques ou rendre certaines actions contextuelles possibles en ayant cette surcouche en plus qui fait qu'on fait attention à la fois à quelles actions on choisit, mais comment on les choisit, quel bouton on va presser, à quel moment on va presser le bouton. Il peut y avoir un petit éclair qui apparaît sur l'animation et il faut appuyer sur Y à ce moment-là, sur la Switch en tout cas,
pour pouvoir provoquer l'attaque spéciale. Et donc, voilà, on peut pas juste appuyer sur attaquer comme une brute. Le jeu nous invite à réfléchir un peu plus à ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a cette proposition de gameplay augmentée par rapport à Chrono Trigger qui, pour moi, est tout à l'honneur de Hayao Setsuna. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce système-là. Oui, c'est vrai, oui. Ça, voilà, c'était le truc en plus pour éviter justement de tomber dans un truc trop ronflant qu'on connaît trop bien. Je trouvais que c'était une bonne idée. C'est une bonne idée. Et quand on se prend au jeu, je trouve que ça fonctionne assez bien. On a envie d'optimiser ses ressources et ce gameplay pour essayer de faire des trucs un petit peu stylés. Surtout qu'on peut vraiment customiser les effets supplémentaires qu'on va donner à nos attaques via l'équipement. Donc il y a toute cette surcouche-là, moi je l'ai trouvé agréable, je l'ai trouvé intéressant d'explorer ce système et ça motivait à tester ensuite ces nouvelles combinaisons au prochain combat, après la prochaine ville, quand on a eu des nouveaux équipements qu'on a envie d'essayer. Oui, je suis d'accord, oui, des synergies. Ce qu'on cherche finalement dans tous ces JRPG avec du tour par tour à un moment, voilà, c'est d'avoir vraiment la bonne combinaison, le bon flot de trucs bien adaptés et rouler sur les ennemis parce Absolument. qu'on a fait les bons choix, quoi. Absolument. C'était aussi un des grands plaisirs de tous les Bravely Default et autres Octopath Traveler, de maîtriser le système pour devenir une force inarrêtable. Donc voilà, on a un jeu qui singe un petit peu l'histoire de Chrono Trigger, mais bon, l'histoire de Chrono Trigger c'était cool. On a un jeu qui reprend le gameplay de Chrono Trigger avec des petits trucs en plus et c'est pas désagréable à maîtriser. Donc voilà, ce petit Hayao Setsuna, qu'est-ce qu'on en a pensé finalement après cette courte analyse? Si on s'arrête là, tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert, et donc dans les médias, voilà. Et donc, tout va bien. Et donc, on se lance dedans. Oui. Conclusion, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce que c'était long, bordel. Oh là là, chiant comme un dimanche de novembre sans pain. Exactement. Alors j'ai cherché moi aussi des images, j'ai pas trouvé. Comme des pâtes au beurre, mais avec du beurre doux au lieu du beurre demi-sel, tu vois. Ça manque de. Il y a tout ce qu'il faut, mais ça prend pas. Ah, ça prend pas, c'est terrible. Hein. Il y a des moments où tu préférerais regarder de la peinture séchée, alors que pourtant il n'y a pas de bouton quand la peinture sèche. Oui, enfin voilà. Bon, je crois qu'on a bien compris. On n'était pas. Voilà, donc... Ça a été long, quoi. Ah, c'était pénible. Hein. J'ai essayé en vain un New Game Plus qui. J'ai les dates, hein. J'ai fini ma partie principale en mai 2017 et mon New Game Plus, la dernière fois que j'y ai touché, c'était en septembre 2017 et je devais être entre un quart et un tiers du jeu. Ah ouais. Non, moi je l'ai fait plus d'une traite parce que j'avais un peu l'idée sacrificielle de me débarrasser de ça rapidement. C'est peut-être en plus ce qui a desservi le jeu de mon côté, c'est que je l'ai fait de manière un peu obsessionnelle pendant une semaine, quoi. Et ça a été une semaine longue, mais voilà. Ah bah ne t'inquiète pas, c'était aussi ce qui m'arrivait. J'étais là et est-ce que je suis vraiment en train de prendre du plaisir là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je m'amuse là en jouant à ce jeu? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et le truc, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Parce que pourquoi? Chrono Trigger, c'est trop bien et je n'ai pas de nostalgie pour Chrono Trigger. Chrono Trigger, je l'ai acheté sur Nintendo DS en 2009. Je ne suis pas un vieux de la vieille qui était obsédé par la version Super NES. J'étais déjà adulte quand je l'ai acheté. Ça n'est pas un souvenir d'enfance, ça n'est pas une Madeleine de Proust. Chrono Trigger, je l'apprécie sur ses propres mérites et pas par rapport à la nostalgie que j'en ai. Comme ce serait le cas par exemple pour des jeux comme Aladdin sur Mega Drive ou des trucs comme ça. Secret of Mana, j'ai joué plus tard aussi. Je lui pardonne des choses, mais il y a des choses qui sont quand même un peu dures. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Ce sera une autre fois. Mais voilà, Chrono Trigger, vraiment un jeu que j'ai adoré sans nostalgie. Et donc. Ouais.
Et donc voilà, ce I Am Setsuna, je me suis vraiment demandé, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Et ça m'a inspiré cet épisode qui va être le précurseur de toute une série d'épisodes qui parsèmera la programmation de Hot Text et Slowburn, où on essaiera de voir ce qui se passe, parce que, à mon avis, ce qui se passe, c'est que I Am Setsuna, c'est un gameplay tout à fait compétent, qui est bien pensé, dans un enrobage qui sort le joueur du jeu et qui ne motive pas à aller au bout. Ouais. Alors, peut-être que justement, on peut parler de cet enrobage déjà un petit peu, en dresser les grandes lignes, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a parlé que du gameplay, et on n'a pas dit à quoi ressemblait le jeu. On n'a pas dit à quoi esthétiquement. ressemblait le jeu. Ouais. On n'a pas parlé de l'esthétique du jeu, on n'a pas parlé de toute la partie artistique non ludique du jeu. Alors, tu veux commencer ? Je veux bien, oui, tu m'interromps évidemment quand il le faut. Donc, effectivement, au niveau du placement de la caméra, tout ça, bon, pas de problème. On est sur un Chrono Trigger-like, maintenant, on a bien compris. Globalement, le côté graphique est assez joli, voilà, c'est assez détaillé, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais la particularité du monde de ce jeu, c'est qu'il n'y a quasiment qu'un seul biome, déjà, pour commencer, qui est un biome de neige Ouais, et de grottes. C'est tout Et blanc. de grottes dans la neige. C'est tout blanc et parfois tout bleu. Ouais. Donc voilà, en passant par le gris entre les deux. Voilà. Donc on a un gradient de blanc, gris, bleu sur l'intégralité du jeu. Donc déjà, ça c'est un des premiers trucs qui frappe. Encore qu'un jeu commence là-dedans. Oui, on a tous vu des jeux qui commençaient dans la neige qui étaient très cool. Oui, mais alors là, la neige partout, tout le temps, et puis la même ambiance, c'est-à-dire que toutes les forêts dans le jeu, c'est les mêmes arbres qui sont dans le même état, et c'est inexorable, on ne peut pas échapper à l'hiver. Ce qui dans des mains plus expertes aurait pu donner quelque chose d'intéressant, mais là, c'est répétitif à en donner la nausée. Ouais, et c'est répétitif. Et là, on parle de l'aspect, on va dire, visuel, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle de l'aspect sonore, musical, qui est aussi, voilà, là on fait en gros, hein, on défriche en gros toutes ces impressions, mais qui est aussi monotone finalement et assez terne comme un matin d'hiver, comme un mauvais matin d'hiver, puisque la bande son est exclusivement composée pour du piano, hein, pour des airs de piano assez mélancoliques. Alors, non, pas exclusivement, on va dire, il y a des combats et des choses un peu plus dynamiques, mais un piano très mélancolique, très lent, un chat qui se balade sur un piano, diraient certains. On n'est pas loin du Non. chat qui se balade sur le piano par moment. C'est des vraies mélodies, mais voilà, quelque chose d'assez dépouillé. Quelque chose d'assez dépouillé et aussi, j'ai trouvé assez répétitif. Ouais, parce que il n'y a que du piano. Il n'y a pas une corde frottée, il n'y a pas un instrument avant, il n'y a pas une percussion. Tout est fait exclusivement au piano et c'est pas du jazz expérimental où t'as des gens qui vont enregistrer leur album en faisant tout avec avec leur saxophone, mais ils s'en servent comme d'une cymbale et puis ils font des distos après et ils essayent des trucs. Là, c'est du piano composé pour du piano. En mode Yann Tiersen de la SNCF et c'est Oui. C'est horrible, quoi. C'est ça, ouais, c'est un peu le piano que tu joues pour te donner un côté romantique quand tu sais pas encore vraiment jouer des vrais morceaux de classique au piano. Enfin, c'est très méchant ce que je viens de dire pour le compositeur qui a sûrement fait tout ce qu'il a pu et avec ce qu'on lui a donné comme instruction. Oui, mais voilà, respect à toutes les personnes qui travaillent sur les jeux vidéo. Attention, on va dire du mal parce qu'on a vécu une mauvaise expérience, mais oui, pour moi, c'est pas un problème d'exécution d'ailleurs. Je pense que c'est un problème de racine. Je pense que c'est la racine du design sonore qui n'allait pas. Je pense que vouloir faire toute l'ambiance sonore d'un jeu sur un seul instrument de musique, c'est extrêmement casse-gueule et c'est très vite arrivé que ça finisse mal.
Surtout que, si je puis me permettre, pour du piano, c'est étonnamment pauvre en termes de dynamique, sonore et de texture. Enfin, je sais pas si c'est un vrai piano ou si enfin, je sais pas comment c'est enregistré exactement. Ça fait très synthétique, très plat, très clinique, alors qu'un piano, il y a quand même moyen de mettre Ah oui, on peut faire des choses avec un un peu piano. d'épices, quoi, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu la BO, ça doit sembler bizarre, hein, ce qu'on dit, mais ouais, c'est très plat, même dans le son. Ouais, ouais. Bon, après, ça, c'est des choses que j'entends pas. Tu me dis c'est du MIDI, je dis oui, ok, d'accord. Tu me dis ça, c'est un vrai instrument, je dis oui, ok, d'accord. Et puis après, tu me dis je t'ai menti, c'était l'inverse, et je te dis oui, ok, d'accord. Mais bon, ça, c'est moi. Oui, bah pareil. Enfin, moi, je dis ça un peu. Comme je dis, j'ai pas vu le détail exact de la technique, mais. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, à un moment, sadpiano.mp3, ça suffit quoi. Et, et on n'y échappe pas. Et c'est pas complètement inapproprié vu les thèmes du jeu, où il y a voilà cette très jeune femme qui sait qu'elle doit mourir pour essayer de sauver le monde. Il y a vraiment des notions de mélancolie et de tristesse, et de l'inéluctabilité de la fin, avec un grand F, qui sont soulevés dans le jeu, et c'est pas inintéressant, en sur le papier en tout cas. Et c'est tout à fait cohérent de vouloir évoquer ça dans l'atmosphère musicale, mais c'est c'est passer à côté de ce qui fait la force de ces idées de composition, de vouloir ne faire que ça pendant tout le jeu. On ne peut pas être pris aux tripes par une composition musicale bien pensée, qui met en perspective le vertige de se dire je vis pour mourir parce que c'est ça qui va permettre aux autres de vivre, quand c'est la même musique dans le village de Jean-Michel et dans la falaise de fin du jeu où tu dois décider si tu te sacrifies vraiment ou pas. Oui, oui, voilà, ça manque vraiment de contraste, de relief, voilà, de tout ce qui donne un petit peu d'épaisseur à tout ça. Moi, j'avais vu bon, sur le wiki, hein, voilà, Osons le dire, osons le dire. osons le dire, disons les mots, que bon, déjà, c'était une forte demande voilà, de la part du créateur du jeu, hein, d'avoir cette ambiance, et que le compositeur s'est inspiré des compositions de Joe Hisaishi, désolé pour la prononciation, hein, le compositeur attitré quand même de Miyazaki. Et quand tu lis ça, tu te dis wow, je veux bien voir l'inspiration, mais d'un autre côté, dans Princesse Mononoke, il n'y a pas que du piano. Ah bah voilà, et si j'étais méchant, je dirais il nous a fait Le vent se lève au lieu de Princesse Mononoke, mais c'est pas mon genre d'être méchant. Ouais, non, mais oui, en plus, oui, non, mais je vois l'idée. Je vois l'idée, ouais, ok, on essaie de faire un peu à la Miyazaki, mais bon, ça, déjà, n'est pas un studio Ghibli qui veut, et puis en plus, comme tu disais, il n'y a pas que ça dans un film du studio Ghibli, donc... Et moi, ce que j'ai trouvé terrible, c'est que ce côté vraiment très répétitif, bon, qui une fois de plus n'est pas complètement hors de propos dans une histoire de boucle temporelle, hein, mais ça, c'est pas mis en avant dès le début du jeu, hein, c'est un peu un retournement de situation, un plot twist, comme aiment à dire nos amis anglophones, que c'est une histoire de boucle temporelle. Mais là où je voulais en venir, de façon très claire, c'est que cet aspect répétitif et appauvri par son aspect répétitif se retrouve dans certains éléments du gameplay, notamment. Je sais que t'es pas forcément un grand fan de JRPG, mais je sais en revanche que tu aimes beaucoup ce qu'on appelle les CRPG, hein, les RPG à l'occidental. Ouais. Comme tes très chers Avernum, qui moi serait plutôt mes Baldur's Gate. Oui, voilà, référence qui parlera à 0,5 personnes, mais oui.
Et donc, dans les RPG, un truc qui est chouette, c'est quand même d'avoir de l'équipement et de varier son équipement et de se dire, j'ai trouvé une nouvelle armure, qu'est-ce qu'elle va faire cette nouvelle armure? J'ai trouvé des bots qui font des trucs sympas, j'ai trouvé un nouveau chapeau, cette épée, elle est cool, là, c'est un ensemble, et si j'ai l'épée, l'armure, le chapeau et les bottes, et ben ça fait un bonus en plus. Des trucs très classiques dans des RPG aussi bien japonais qu'occidentaux. Et dans I Am Setsuna, toute la charge de changement de statistiques due à l'équipement est portée par ton arme, puisque c'est ta seule pièce d'équipement dans le Qui jeu. gère à la fois ton attaque et ta défense. Ouais. C'est un drôle de choix. Et oui. Et alors, pour être complètement juste, c'est un peu pareil dans Final Fantasy VII, où tu as une arme, une armure et un accessoire. Mais dans Final Fantasy VII, il y a toute la tension de combien de matérias tu peux mettre ou pas sur ton équipement qui va un petit peu pimenter les choses. Et parfois, tu vas te dire, je vais mettre des stats un peu plus faibles, mais les matérias que je peux mettre dessus sont plus cool. Et donc, il y a quand même un tout petit peu de satisfaction et de... Je vais pas aller jusqu'à dire de réflexion, mais au moins d'intention qui va dans le fait de s'équiper. Alors que dans I Am Setsuna, tu passes du village de Michel au village de Jean-Michel, et l'épée du village de Jean-Michel, elle est plus forte que l'épée du village de Michel, et tu n'as pas de raison de garder l'épée du village de Michel une fois que tu as l'épée du village de Jean-Michel, et donc tu la remplaces, et c'est tout. Et c'est quand même, pour moi, passer à côté d'une grande partie de ce qui fait l'intérêt de ces jeux-là, de rendre aussi trivial la gestion de l'équipement. Ouais, et puis des fois d'avoir des épées, comme tu dis, même sans leur mettre des éléments dessus, mais il y a plein de jeux dans lesquels tu as une épée qui, par exemple, tape moins fort, mais elle a un pouvoir spécial un peu bizarre qui, du coup, je vais la garder dans mon inventaire parce qu'il y a certains moments où je vais en avoir besoin, des trucs comme ça, quoi. Ouais, alors que là, c'est vraiment c'est l'obsolescence programmée de l'équipement. Oui, je l'ai dit, voilà, obsolescence programmée à l'intérieur d'un univers de jeu. C'est ma hot take pour cette émission. Merci à tous, à bientôt. Non, c'est Et donc, on se retrouve face à ces décisions de design qui vont créer une expérience de jeu très désagréable, indépendamment de ce que le gameplay propose sur son propre mérite. Et ouais, vas-y. Et en plus de ça, donc le gros truc, on va dire, à gérer quand même, parce qu'il y a quand même un truc à gérer dans ton équipement, c'est alors, faut pas que je me plante dans la prononciation, les spiritines, les spritnit. C'est le mot, je l'ai lu pendant tout le jeu, j'ai jamais su si je l'avais bien prononcé. Ouais, c'est un mot un peu bizarre. Voilà, en gros, les matérias, qu'il faut débloquer d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu fastidieux en plus. C'est des cristaux qui contiennent des capacités, soit des nouvelles attaques spéciales, soit des capacités passives, qu'on peut équiper sur son personnage et qui va modifier les sorts qu'il peut lancer ou les commandes spéciales auxquelles il va avoir accès. Les combinaisons de groupe, tout ça. Un système que j'ai trouvé inutilement fastidieux personnellement et pas toujours très clair. Et si on a dû sacrifier la joie de mettre une armure, un chapeau, des bottes et une épée pour avoir ce système-là à la place, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir au change. Ouais, inutilement compliqué, effectivement, parce que déjà, il faut se les procurer, les machins. C'est pas des trucs que tu drops directement, faut que tu échanges à certains marchands une certaine catégorie de matériaux. Oui, c'est parce qu'on peut pas tout vendre à tous les marchands en plus. Et voilà, il faut trouver le bon marchand, qui évidemment ont tous la même tête, parce que c'est tous les mêmes marchands, dans des villages qui se ressemblent tous. Parce qu'ils sont tous sous la neige. Voilà. Donc, et tout, surtout que c'est des choses qui... Une fois que ça marche, ça améliore le gameplay, mais du coup, ça met vraiment des bâtons dans les roues des joueurs, des joueuses qui ont envie de profiter du gameplay et qui sont face sans arrêt à ces... j'ai envie de dire de la paperasse, quoi, de la bureaucratie. C'est la maison qui rend fou dans les 12 Ravons d'Astérix.
Et le cas de Ayam Setsuna par rapport à Chrono Trigger, pour moi, il est assez clair parce que Chrono Trigger, il y a cette direction artistique par Akira Toriyama qui est complètement folle, des environnements qui arrêtent pas de changer, avec on passe d'un techno médiéval fantasy dans le futur, la préhistoire, mais il y a un château dans la préhistoire avec des dinosaures dedans qui et il faut s'enfuir, et qui est dans le volcan, et puis après il y a l'Antiquité, sauf que l'Antiquité en fait c'était encore plus futuriste que le futur avec des cités dans les nuages, et tout ça c'est trop bien, et ça crée de la variété, les musiques sont beaucoup plus entraînantes, beaucoup plus variées, et il y a une identité musicale dans Chrono Trigger, où c'est pas juste Yann Tiersen à la gare. Oui, c'est Chrono Trigger. Quand tu entends de la musique de Chrono Trigger, tu sais que tu es en train d'entendre de la musique de Chrono Trigger. Oui, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur quand il se comparait, pas quand il se comparait, quand il disait qu'il s'inspirait de Joe Hisaishi, que je disais, dans Princess Mononoke, t'as pas que du piano, t'as aussi des airs épiques et des choses comme ça. Dans Chrono Trigger, typiquement, t'as des musiques hyper soft, hyper douces, des musiques féeriques, puis t'as des gros thèmes bien badass, bien épiques qui t'emportent et tout. Oui, même t'as ces saveurs différentes, quoi. La musique de base des combats dans Chrono Trigger, c'est la teuf. T'as envie de laisser tourner le combat pour avoir le plaisir d'écouter la musique en entier. Et donc, ça va être le prélude à cette nouvelle série d'épisodes qui sera sous-titrée Setsuna Trigger, où on parlera les aspects non ludiques dans l'expérience de jeu. Je voulais ouvrir avec ce Ayam Setsuna dont on dira comme hot take que finalement Chrono Trigger quand les graphismes c'est un monochrome de Whiteman et la musique c'est Yann Tiersen à la SNCF, et c'est moins bien. Curieusement. Et puis on explorera différentes configurations de comment interagissent les aspects non ludiques avec les aspects ludiques dans différentes expériences de jeu. J'ai plein d'exemples en tête et on pourra explorer ça tous ensemble avec différents invités, et puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Je sais qu'ils sont très nombreux à chaque fois. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que tu aies encore un truc terrible à dire. Terrible, non, mais alors je vais pas faire trop long et je vais pas pré-shot des trucs que tu vas faire dans des émissions futures. Mais je pense qu'on peut dire aussi que quand on parle spécifiquement de Chrono Trigger comme référence à Ayam Setsuna, donc c'est aussi une histoire de mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans ces aspects non ludiques. Je pense que tu parleras dans tes prochains épisodes de la mise en scène, au-delà du simple fait de changer de biome, changer de musique. Dans Chrono Trigger, il y a quand même des espèces de cutscenes ou des scènes un peu alternatives où tu te retrouves des combats de boss qui sont mis en scène de manière un petit peu différente, sur le pont-levis, le T-Rex ou je sais pas quoi. T'as des... Oui, c'est vrai. Alors que t'as la course de pod, pas de pod, mais de motos qui volent. De motos du futur. Motos du futur qui volent. Et qui aide peut-être que ma hot take, ce serait que Chrono Trigger est un jeu qui, sans sa mise en scène, pourrait être un peu chiant finalement. Oui, Chrono Trigger est un jeu qui est plus que son gameplay. Voilà, parce que si on le résume à son gameplay, il y a moyen de vite s'emmerder dans Chrono Trigger, et heureusement, il y a d'autres trucs qui seront développés dans les prochains épisodes de Hot Take on Slow. Merci d'avoir écouté. À toi. Écoute, merci beaucoup Pete d'avoir accepté mon invitation. Je vous rappelle que Hot Take et Slow Burn est un podcast studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, où vous pourrez retrouver Pete qui parle de Dark Souls par exemple. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes crèmeries, Apple Podcast, PodCloud et autres Spotify. Laissez un commentaire 5 étoiles si vous en avez la possibilité, ça fait toujours plaisir. On a
un Discord. Allez nous voir sur Discord. Vous pouvez retrouver sur le site pragmastic.fr et pragmastic.fr/hottakes le lien vers le Discord. Retrouvez-nous, on est sympa. Vous pouvez m'envoyer vos messages d'encouragement ou d'insultes ou d'indignation à hottakes.slowburn@gmail.com. Et puis on se retrouve toutes les 2 semaines. Pete, on te retrouve sur YouTube et sur Twitch. Oui, de manière très très aléatoire. Voilà. Voilà. Cherchez Pitmul et puis vous trouverez peut-être. Et n'hésitez pas à y jeter un œil et une oreille. Il y a de très belles choses et sur des sujets aussi variés que surprenants. Oui, on parle aussi de bande dessinée parfois. Et oui, c'est ça qui est beau. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, c'était formidable. Donc un épisode un petit peu moins scandaleux, mais là on commence à parler de choses sérieuses, les amis. Et on se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, je suis toujours Mythamite, et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.